De nombreux sportifs professionnels, les boxeurs, les footballeurs ou même les musiciens perdent de l'argent au meilleur des cas, ou déclarent faillite au pire des cas avec des dettes estimées en millions, malgré le fait d'avoir accumulé plusieurs millions de dollars au cours de leur carrière. Une grande question se pose alors sur l'argent, car une grande partie de nos actions ou motivations dans la vie repose sur un désir ou un besoin sous-jacent de l'acquérir. Mais à quoi bon l'acquérir si le véritable problème semble être notre capacité à le gérer ? Maintenant prenez un moment pour considérer votre propre attitude envers l'argent et comment l'argent compte dans votre propre vie. Qu'est-ce que l'argent pour vous ? Semble-t-il entrer dans votre vie et partir immédiatement une fois que vous l'avez ? Vous a-t-il déjà placé dans une position vulnérable ? Une vulnérabilité qui vous a poussé vers le système de richesse rapide des gourous de la richesse ? Notons que nos perceptions de l'argent sont parfois plus cruciales que notre capacité à le générer, surtout lorsque notre cerveau est programmé de manière à nous empêcher de gérer nos finances de façon rationnelle. Est-ce vraiment important de gagner un salaire à plus de 6 chiffres par an, si à la fin de cette année, il ne vous reste plus rien ? Il y a bien un décalage quelque part dans un tel cas. Il est temps d'explorer un meilleur cadre pour comprendre l'argent, un cadre fréquemment enseigné en finances personnelles mais souvent négligé dans l'enseignement traditionnel. Première partie, comprendre l'argent. Une question, qu'est-ce que l'argent ? Ou plutôt, que représente l'argent ? Lorsque vous effectuez un achat dans un magasin ou que vous êtes payé pour votre temps de travail, quelle est la signification de l'argent dans ces transactions ? L'argent est couramment défini comme un moyen d'échange, un instrument qui facilite la vente, l'achat des biens ou des services. C'est donc un instrument de paiement. Mais avouons-le, cela ne dit pas grand-chose sur ce que l'argent représente réellement. Par exemple, lorsque vous achetez un livre à 20 €, vous le faites parce que vous estimez que le contenu, les connaissances ou la lecture que vous en tirez vaut bien ces 20 €. Bien sûr, le prix n'est souvent pas déterminé par vous en tant qu'individu, mais par le marché dans son ensemble. L'argent représente donc une valeur. Concentrez-vous sur ce point, l'argent équivaut à la valeur. Pourquoi est-ce si important ? Parce que souvent, nous attribuons une mauvaise signification morale à l'argent et quand nous regardons quelqu'un qui semble avoir une grande richesse, nous pensons qu'il a eu de la chance ou qu'il a profité des autres pour en arriver là. Et jamais ou rarement quelle valeur a été créée pour générer cet argent. Comprendre que l'argent représente simplement de la valeur est la meilleure manière de réaliser que l'argent n'est pas intrinsèquement mauvais, ni qu'il rend une personne mauvaise. Certes, il existe des escrocs qui vous persuadent que leur produit a de la valeur, mais cela ne reflète pas la nature de l'argent, mais plutôt leurs propres principes moraux. L'argent ouvre simplement vos options et élargit vos horizons. Les choix que vous faites avec cet argent ont tout à voir avec vos propres dispositions morales. Donc, l'argent est une expression de valeur. Et maintenant, comment cela change-t-il la réalité d'une personne vivant de chèque de paye en chèque de paye ou de quelqu'un qui est accablé par des dettes ? La réponse est que cela ne change rien. Mais cette réponse m'emmène à vous poser une autre question. Quelle est votre relation avec l'argent ? Partie 2. Relation entre consommation et production. L'argent fait des allers-retours dans votre vie, reflétant votre équilibre entre revenus et dépenses. Une manière pratique de visualiser cela est de penser en termes de production et de consommation. Généralement, l'argent entre dans votre vie parce que vous avez créé de la valeur, souvent par le biais de votre travail ou votre emploi. Ensuite, l'argent sort lorsque vous consommez des biens ou des services, que ce soit un dîner dans un restaurant, une nouvelle voiture ou un film au cinéma. De nombreuses façons, nous pouvons considérer la valeur nette d'une personne comme un indicateur pour déterminer la relation entre consommation et production. Maintenant, revenons au cas des grands sportifs en faillite mentionnés au début de cette vidéo. Quelle partie de la relation entre consommation et production pensez-vous être la cause de leur chute ? Maintenant prenons votre cas, pensez à tout l'argent qui est entré dans votre vie et en est sorti. Combien de cet argent avez-vous encore en votre possession aujourd'hui ou investi dans un actif quelconque ? Et quelle partie de la relation consommation et production sentez-vous déséquilibrée ou nécessitant une amélioration ? Il y a de fortes chances que ce soit les deux, mais pour la plupart d'entre nous, le plus gros problème réside dans notre consommation. Par exemple, imaginez un cadre supérieur avec un salaire annuel de 120 000 $ qui,
malgré ses revenus confortables bien au-dessus du coût de la vie, se retrouve constamment à découvert à cause de dépenses somptuaires sur des voyages de luxe, des vêtements de designer et des dîners coûteux. Bien qu'il gagne beaucoup, sa mauvaise gestion de la consommation le maintient dans une situation financière précaire. Je dirais alors que la relation avec la consommation de ce cadre doit être corrigée avant même de considérer sa relation avec la production. Partie 3. Le piège de l'argent. On confond parfois la rat race avec le travail de 9 à 5. Cette comparaison est souvent utilisée par certains pour vous culpabiliser afin de vous inciter à acheter leurs programmes, leurs cours ou leurs formations. Cela diabolise un emploi et ignore le fait que certaines personnes aiment ou sont parfaitement satisfaites de leur travail, ou ont d'autres aspirations en dehors de leur emploi de 9 à 5. La véritable rat race consiste à vivre constamment à la limite financière, à un chèque de paie près de la faillite. Cela signifie ressentir que, dès que l'argent arrive, il disparaît aussitôt, et plus vous avez de responsabilités, plus cette situation devient périlleuse. La perte d'un emploi, un problème de santé imprévu ou toute autre circonstance inattendue peuvent complètement perturber votre stabilité financière. Pensez aux conséquences psychologiques de vivre dans cette précarité financière. Votre travail ne devient plus une option, mais une nécessité pour maintenir votre niveau de vie ou rembourser vos dettes. Une solution ? La première étape en finances personnelles consiste à prendre conscience de votre relation avec l'argent. Cela se fait souvent en consignant vos dépenses mensuelles dans un journal, classé en catégories telles que logement, transport, nourriture, services publics, divertissement, etc. Il s'agit ici de vous comprendre et de prendre le contrôle de votre comportement en tant que consommateur. Cela implique souvent l'idée de budgétisation. Décidez chaque mois combien vous prévoyez de dépenser dans chacune de ces catégories et vous y tenir. Il s'agit de regarder systématiquement ce que vous consommez et de trouver des moyens de minimiser ces dépenses pour finalement vivre en dessous de vos moyens. En d'autres termes, avoir un style de vie qui vous laisse encore suffisamment d'argent pour économiser et investir d'une manière ou d'une autre. Il est également important de noter que, avant même de décider d'investir, l'une des pratiques les plus courantes en finances personnelles est de maintenir un fonds d'urgence, une somme spécifique d'économie que vous gardez en cas d'urgence. Ce fonds devrait généralement couvrir 3 à 6 mois de dépenses. L'idée de vivre en dessous de vos moyens est cruciale, car pourquoi choisirions-nous de faire autrement ? Nous ne pouvons pas choisir de vivre un style de vie que nous ne pouvons pas nous permettre, ou qui nous place sur ce fil du rasoir financier. Pour être clair, je ne dis pas que l'achat d'un vêtement coûteux, de bijoux ou d'une voiture de sport est une mauvaise chose, ni que la consommation est une mauvaise chose. L'objectif de cette vidéo n'est pas de philosopher sur les répercussions d'une vision matérialiste du monde, mais de vous sensibiliser sur qui vous êtes en tant que consommateur. Souciez-vous davantage de paraître riche ou de réellement avoir de l'argent. Notons que la consommation n'est pas une mauvaise chose en soi, le plus important est de savoir se situer, avoir une conscience sur nos comportements de consommateurs pour ne pas tomber dans la tendance à préférer les récompenses à court terme plutôt que des récompenses plus importantes dans le futur, comme choisir d'acheter une nouvelle voiture au lieu d'économiser cet argent pour un futur investissement. C'est une bonne chose de gagner de l'argent, mais quel est l'intérêt si votre relation avec l'argent en tant que consommateur signifie tout perdre, ou devoir travailler sans arrêt pour financer ce style de vie? C'est cela la vraie rat race. Partie 4. La production. Les chaînes de finances personnelles sont excellentes pour apprendre à gérer votre consommation, mais elles ne parlent pas assez de la capacité à gagner de l'argent pour la simple raison qu'il est plus facile de réduire vos dépenses et votre consommation, que d'augmenter vos revenus. Lorsqu'on s'adresse à un large public, donner des conseils qui fonctionnent pour la plupart des gens est généralement le meilleur choix. C'est de cette manière que ces chaînes promeuvent des stratégies qui s'inscrivent dans le spectre de la frugalité, d'économiser beaucoup d'argent et d'investir à long terme. Et il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans cette stratégie, elle fonctionne pour un large éventail de personnes avec des revenus variés. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas en faisant des économies avec des bons de réduction ou en vivant un mode de vie incroyablement frugal qu'on peut gagner des milliers d'euros. Pour le faire, il faut plutôt utiliser un moyen de production à grande échelle. Lorsque vous êtes payé pour votre temps de travail, votre salaire représente votre valeur sur le marché, et la manière la plus impactante d'augmenter votre valeur est de trouver un problème sur le marché,
de créer une solution pour ce problème et de vendre cette solution à grande échelle. C'est la voie entrepreneuriale. Une entreprise florissante à grande échelle peut générer une immense valeur pour la société, ce qui fait croître votre capacité de production de façon exponentielle par rapport à un emploi classique. Toutefois, ce chemin n'est pas accessible ou recommandé à tout le monde. Il est essentiel de réfléchir à vos propres compétences et de déterminer si l'entrepreneuriat correspond à vos objectifs et aptitudes. Cela dit, augmenter votre production ne doit pas nécessairement provenir de la définition stricte d'une entreprise. Produire, c'est fournir une valeur relative au marché sous une forme ou une autre. Vous pouvez apporter de la valeur avec ce que vous savez bien faire, par exemple vous pouvez utiliser vos compétences de dessinateur, cuisinier, monteur vidéo ou développeur dans le développement d'une application ou d'un logiciel pour résoudre un problème et voir si le marché y répondra positivement. Pour la plupart des gens, un emploi standard de 9 à 5 sera leur principal moyen de production, mais cela ne signifie pas que votre capacité à produire s'arrête là. Se reconnaître en tant que producteur implique de comprendre les différentes façons dont vous pouvez apporter de la valeur au marché. Si vous parvenez à créer de la valeur à grande échelle, cela se traduira par des revenus conséquents. Heureusement, Internet offre une vaste opportunité de produire quelque chose et de le proposer sur le marché. Cependant, il ne sera possible de déterminer si le marché souhaite réellement ce que vous avez créé qu'après avoir lancé votre produit. Après tout, il est crucial de commencer par prendre conscience de votre comportement en tant que consommateur, comprendre vos achats et leurs motivations en tenant un journal de votre consommation, puis établir un budget pour mieux la gérer et la contrôler. Ensuite, la production consiste à maximiser la valeur que vous pouvez apporter à la société, que ce soit par un emploi, une entreprise ou tout autre moyen de production. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer ce contenu et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine vidéo.